Et bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue pour ce nouveau numéro de Entre l'heure et les mots en compagnie de toute la team. Bonsoir les filles. Bonsoir tout le Bonsoir. monde. Merci à vous les filles d'être avec nous ce soir donc pour ce numéro exceptionnel d'Entre l'encre et les mots en compagnie de Bonne Bénédicte fête, mes Delmas. chéris. Pardon? Votre fête, mes chéris, parce que je vous aime. On est la Saint-Valentin ce soir, donc je vous dis que je Ah vous bah aime. merci, c'est gentil. Merci, merci. Merci. Sonia, tu nous feras donc une chronique de ce livre Jeanne, la rebelle de Dieu aux éditions Fayard. Qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots de ce livre? C'est un livre qui m'a mis en colère, qui m'a fait pleurer et qui a donné de l'espoir pour les femmes de maintenant. Eh ben écoute, dans quelques instants, on écoutera ta chronique. Hein, donc on le rappelle, hein, vous êtes habitués de l'émission maintenant. Nous aurons bien entendu l'extrait de Marie, hein, qui nous lira un extrait. Et je peux déjà vous dire qu'il a été très bien tourné. Donc encore une fois, merci à elle. Et ensuite, on aura bien évidemment la chronique de Séraphine. Séraphine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Bénédicte? Et ben, mais je suis un peu perturbée du coup parce que j'étais un peu impressionnée de voir passer sur le gris le personnage de Laure que j'avais beaucoup aimé dans le soleil et je m'étais vachement identifiée. Donc c'était incroyable pour moi. Et finalement, en faisant les recherches, je me suis rendu compte qu'elle avait fait des études de langue comme moi et qu'effectivement, elle était à la même année que moi et que du coup, on avait vraisemblablement échangé quelques mots cette année-là. Donc, je me retrouve non pas à interviewer Laure, mais à interviewer Bénédicte, que j'ai croisée une fois dans ma vie. C'est complètement dingue. Et c'est surtout que c'est quelqu'un du coup qui se retrouve la même année que moi à faire des études et quelques années après à écrire un livre. Donc, le parallèle et le parcours est assez similaire et assez impressionnant. Donc, j'ai hâte de savoir comment elle a mené ce parcours pour que finalement on parte à peu près du même endroit, pour arriver à peu près au même endroit, mais en n'ayant pas du tout le même parcours entre les deux. Donc, j'ai hâte de savoir comment elle est arrivée là. Eh ben dis donc dans l'impatience de t'écouter, parce que je sens que tu as bien envie de parler ce soir en tout cas. Donc en tout Merci cas, beaucoup. merci à merci. Merci à tous en tout cas d'être là. Donc on le rappelle, hein, Bénédicte Delmas. Et je vous rappelle également que vous pouvez retrouver toutes les rediffusions donc de cette émission en scannant ce QR code. Donc voilà, sur la page YouTube. Voilà. Donc en tout cas, merci à vous. Et je vous propose donc de recevoir tout de suite Bénédicte Delmas. Bonsoir Bénédicte. Bonsoir. Merci à toi d'être avec nous ce soir. Donc, on l'a dit pour parler donc de ce premier roman, Jeanne, la rebelle de Dieu, aux éditions Fayard. Donc, merci à toi d'être avec nous. C'est un honneur de te recevoir. On va parler cinéma, on va parler réalisation, puisque tu as plusieurs casquettes. On va avoir l'occasion d'en parler. Mais c'est surtout pour parler de ce premier roman. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es? Et je remercie encore une fois toutes les personnes qui sont présentes ce soir et qui commencent déjà à poser pas mal de questions. Alors, je m'appelle Bénédicte Delmas, j'ai 52 ans, je suis née au Pays Basque, je reste très attachée à mon pays, je suis passionnée par mon métier de réalisatrice, j'aime les rencontres, j'en fais beaucoup dans mon travail, les rencontres, les vraies rencontres humaines, ça compte pour moi. Euh, Jeanne, la rebelle de Dieu est mon premier roman, il me permet de revenir sur des thèmes qui me tiennent à cœur. C'est voilà, une longue réflexion sur la condition des femmes. Vous voulez que je me présente en combien de temps? Parce que ça peut durer 1 heure et demie, je peux partir toute seule comme ça. Donc Ah dites-moi. mais c'est ton émission, tu as tout le temps que tu veux, on a 1 heure et demie devant nous, en tout cas voilà il y a pas mal de gens qui sont présents ce soir, donc vous connaissez tous hein, le principe de l'émission, Bénédicte est avec nous, n'hésitez pas à poser vos questions et elle y répondra bien évidemment. Moi ce que j'aimerais qu'on parle avant de parler de ton roman, c'est de parler de ta casquette de comédienne, parce qu'on t'a connu effectivement, Séraphine l'a évoqué, on t'a connu essentiellement bah, pour nous les jeunes des années 90 dans la série Sous le soleil sous TF1. Est-ce que tu peux Ouais. nous parler de cette série et comment tu t'es lancée dans le cinéma en tant que comédienne? Eh bien, c'est un concours de circonstances, si je puis dire. Enfin, c'est un concours tout court et puis un concours de circonstances. J'ai passé le casting pour le personnage de Laure Olivier et on était à 2 mois du tournage, ce qui est très peu quand on lance une série comme ça. Et
les producteurs n'arrivaient pas à se mettre d'accord et je crois que je suis arrivée au bon moment puisqu'il fallait qu'ils se décident et ils se sont décidés sur ma personne. Voilà. Donc ça a démarré comme ça et très vite on est parti pour 13 ans de C'est série à sauver pour mon c'est ça, plus parce grand bonheur et un peu le vôtre aussi, j'espère. Voilà. mais bien sûr, on le rappelle, hein, c'était une série diffusée sur TF1, donc de 96 à 2008, soit 14 saisons. C'est beaucoup, c'est énorme. 13 saisons. 13 saisons, d'accord. J'étais Ouais. persuadé que c'était 14, tu vois. Bon. Et justement, quand tu as fait ce casting, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les coulisses d'un casting pour intégrer une série, puisque tu étais jeune à l'époque quand tu as commencé? C'était ton premier rôle au cinéma ou tu en avais déjà fait quelques-uns? Non, c'était mon premier rôle et c'était mon premier casting surtout. Ah, Donc, bah, écoutez, je suis arrivée avec mon texte et on a fait plusieurs prises et puis il y a eu un deuxième rendez-vous et puis un troisième rendez-vous et puis un rendez-vous avec Frédéric Deban qui allait jouer Grégory et voilà, donc ça a duré comme ça quelques semaines et puis après, j'ai été validée par la chaîne et ça y est, c'était parti. Quelques semaines plus tard, on commençait à tourner. voilà, dans cette série qui était tournée à Saint-Tropez, hein, donc pas loin de la région en tout cas. Donc merci à toi. Ensuite, tu es passé effectivement du côté de l'autre côté de la caméra, comme on dit, dans la réalisation, et tu as créé donc ton premier film, qui, si je me souviens bien, était destiné à la base à être un livre. Alors, c'est pas tout à fait ça. Donc, je vous explique. Je joue la Avec comédie, plaisir. j'en ai un petit peu assez, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie d'apprendre le métier de réalisateur parce que je trouve ça fascinant sur le plateau. euh, le poste qui est occupé, enfin le job de réalisateur, et je me dis, mais moi j'aimerais bien essayer ça un jour. Et je décide de faire un premier stage pour faire un premier court métrage pour voir si ça me plaît ou pas. Donc tout ça prend quand même quelques années. Ça se fait pas en un claquement de doigts, donc ça prend quelques années. Et je commence à réaliser l'équipe légère de la série. Donc les arrivées voitures, les accidents, tout ce qui se fait sans comédie en fait. Tous les plans qui nécessitent pas de prise de son en fait, dans lesquels il n'y a pas de dialogue. Donc je fais ça pendant un an, puis je fais un court métrage, j'en fais un deuxième, et finalement, j'en fais un troisième. Et là, je me sens prête à réaliser. Et le producteur qui m'avait dit, le jour où tu es prête, tu me fais signe et tu pourras réaliser des épisodes. Ben, à ce moment-là, je le sollicite et je lui dis, je crois que je suis prête. En tout cas, je suis prête à me jeter à l'eau. Pas en robe de mariée cette fois. Et donc il me dit, écoute, ok, très bien. Donc je commence à réaliser. Je fais ça pendant quelques années. Puis je me rends compte que la réalisation a aussi ses limites et que je rencontre là aussi des frustrations. Et donc je décide d'apprendre l'écriture de scénario parce que je pense que ça sera une façon de m'exprimer qui sera plus complète et qui peut-être me conviendra davantage. Donc, j'apprends l'écriture de scénario à la FEMIS et j'écris un premier projet qui n'a jamais vu le jour. Voilà, mais c'était très formateur. Et j'en écris un deuxième, c'est Les filles du Plessis. Et ça, Les filles du Plessis euh, trouvera l'adhésion en tout cas des chaînes de télé et d'un producteur. Donc, donc voilà, ce projet-là, il ira jusqu'au bout et je réaliserai ce film qui me permettra de, de réaliser plein de projets chouettes pour la télévision. Voilà, donc c'est Et un peu voilà, mais ça. en tout cas. Eh ben, en tout cas, merci à voir. Donc, on le rappelle, on l'a vu effectivement avec Sandrine Bonner, qui a été inspirée donc de faits réels et qui a été diffusée pour France Télévisions, hein, c'est ça. Tout à fait, tout à Eh ben, fait. écoute, merci, merci à toi. On va maintenant, bah, évidemment, parler donc de ton roman, et puis on aura l'occasion, parce que je vois pas mal de questions. Euh, Très intéressante la question, puisque on rappelle que tu es avec nous pour parler de Jeanne, la rebelle de Dieu, aux éditions Fayard. Et il y a une question intéressante de Joël qui est avec nous, qui nous dit: Jeanne, un personnage étonnant pour un premier roman. Est-ce bien le premier, et pourquoi avoir choisi ce personnage? Alors,
Oui, c'est mon premier roman. Pourquoi avoir choisi Jeanne? Parce que elle me permettait de traiter un sujet qui me tenait à cœur et que je ne pouvais pas traiter en frontal. C'est-à-dire que c'est un personnage qui a vécu à l'époque de la Renaissance, en pleine guerre de religion, et donc on voit très bien comment la religion est utilisée comme outil de domination sur les plus faibles, et notamment les femmes. Et je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui, mais c'était compliqué de d'écrire une histoire qui se passe en 2024 et qui explique que les religions euh, font beaucoup de mal euh, aux femmes, surtout. En tout cas, c'est sur les femmes que moi je me concentre, même si c'est sur tous les précaires. En tout cas, voilà, je vois dans la religion un, un moyen de contenir, d'empêcher l'épanouissement des femmes. Et je pense que c'est quelque chose qui n'est plus approuvé aujourd'hui. Et le fait de raconter l'histoire de Jeanne de l'Estonac me permettait d'aborder ce sujet d'une façon, euh, d'une façon plus distancée, euh, avec une critique essentiellement sur la religion catholique, mais c'est le même principe pour toutes les religions. Et aujourd'hui, c'est une autre religion que la religion catholique qui opprime les femmes, selon moi, bien sûr. Et voilà, le traité à l'époque de la Renaissance me permettait d'avoir plus de liberté pour pouvoir critiquer cette mécanique. Voilà. D'accord, mais en tout cas, merci à toi. C'est vrai on s'était rencontrés à la librairie Prado Paradis et justement, quand je t'avais posé la question, mais pourquoi avoir choisi d'écrire sur ce thème-là, tu m'avais expliqué que c'était l'éducation des filles, parce que voilà, tout ce qui se passe dans le monde, c'était vraiment une cause pour toi. Est-ce que tu peux nous parler de cette cause, de l'éducation des jeunes filles pour toi? L'éducation tout court, d'ailleurs. C'est-à-dire que je crois que pour avoir une pensée construite, il faut avoir du vocabulaire et que chaque mot est une ouverture et un- chaque mot est une ouverture vers une pensée. Et, et moins on a de mots de vocabulaire, moins on est à même de développer sa pensée. Donc c'est pour ça que je crois beaucoup en l'éducation comme moyen d'émancipation, beaucoup plus que l'argent, beaucoup plus que... euh, voilà. Donc, et l'éducation des femmes, quand on, quand on pense que l'éducation des femmes était interdite sous des faux prétextes, à savoir l'infériorité féminine, leur incapacité à être éduquée, je trouvais ça révoltant et je trouve que c'est un ressort, euh, enfin dans une histoire, c'était magnifique de montrer que le combat pour l'éducation était aussi un combat pour la liberté d'exister finalement. Et on peut voir aujourd'hui que quand les talibans restreignent les libertés des femmes, euh, non seulement en les voilant, mais en les enfermant chez elles, en les empêchant de chanter, en les empêchant de parler, euh, on voit bien que l'éducation, l'absence d'éducation mène à une volonté d'enfermement et de destruction euh, de l'identité des femmes. Et voilà, c'est intolérable. Et c'est pour ça que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et il y a 400 ans, c'était le cas. C'était déjà le cas depuis des siècles. Mais aujourd'hui, en 2025, on est toujours au même point finalement. C'est-à-dire que on bannit les femmes des universités. Euh, En fait, une femme éduquée, c'est une femme qui est difficile à dominer. Et ce besoin de domination, il s'exprime surtout chez des hommes qui n'ont pas confiance en eux, qui doutent qui doutent d'eux-mêmes, qui doutent de leur virilité, qui doutent de leur
de leur capacité à vivre en harmonie finalement. Et dominer, c'est plus facile. Donc une femme éduquée, c'est une femme qu'on a du mal à dominer. Et je crois que tout démarre de là, en fait. Parce que le problème de domination n'existe pas chez les hommes qui sont bien dans leur tête et dans leur identité masculine. Hmm. Il y a une question intéressante qui dit justement par rapport à ce que tu dis que c'est comme un sujet assez controversé dont tu parles dans ton roman. Est-ce que tu n'as pas douté alors, n'avez-vous jamais douté, pardon, et a-t-il été facile de trouver un éditeur? Voilà. C'est sûr que c'est un sujet poil à gratter, entre guillemets, parce que ça va, euh, dès qu'on parle de l'émancipation des femmes, euh, on se heurte à des gens qui ne pensent pas la même chose. Mais ça, c'est intéressant parce que la contradiction, elle permet aussi d'affûter ses arguments et puis la contradiction, ça vaut la peine de l'entendre. Donc c'est pas un sujet facile et c'est surtout pas un sujet sur lequel on m'attendait parce que après Sous le soleil, j'imagine qu'on attendait plutôt un livre euh, ma vie à Saint-Tropez, mes années sous le soleil, enfin je sais pas ce qu'on attendait, mais on n'attendait pas ça en tout cas, mais moi c'est ça qui m'amuse. Donc, enfin, j'ai pas choisi la facilité, j'ai choisi ce qui me tenait à cœur et ce qui me motivait pour pouvoir écrire pendant des mois, parce que c'est un process d'écriture qui est très long, donc il fallait vraiment que ce soit un sujet qui me tienne à cœur pour que je puisse poursuivre ce travail-là. D'une part, pour la première partie de la question. Ensuite, non, j'ai pas eu de mal à trouver un éditeur, puisque j'ai rencontré mon éditrice avant d'écrire le roman. Et quand je lui ai pitché l'histoire, c'est-à-dire quand en 5 minutes, je lui ai raconté l'histoire, elle m'a dit, mais si tu es capable d'écrire ce livre, je le publierai. Donc j'ai travaillé dans un relatif confort en étant persuadée qu'elle publierait mon livre. Bon, après, j'ai compris que c'était pas évident et qu'elle aurait très bien pu me dire bah, finalement je change de ligne Hmm. éditoriale ou finalement j'ai un autre livre qui ressemble, j'ai pas envie de faire ça. Il y aurait eu plein de moyens d'arrêter le projet, mais finalement le projet a été jusqu'au bout. Donc, D'accord. Eh ben, en tout cas, merci à toi. Donc, on l'a vu, hein, Jeanne, la rebelle de Dieu aux éditions Fayard. Il y a justement Bernadette qui était avec nous mercredi, qui nous demande, Jeanne a choisi d'être religieuse. Le titre Rebelle de Dieu peut surprendre. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? oui, bien sûr. Alors, déjà, ça n'engage que moi, mais comme personne n'était là au moment où Jeanne a choisi de rentrer dans les ordres, ce sera difficile de me contredire, mais quand même, ça n'engage que moi. Dans ce livre, Jeanne, elle est dans une situation où finalement, elle choisit de rentrer dans les ordres parce qu'elle a un projet, qu'elle veut aller au bout de ce projet et qu'il n'y a qu'une manière de mener à bien ce projet. Voilà. Donc je ne veux pas spoiler, mais en tout cas c'est pour ça qu'elle choisit de rentrer dans les ordres. Et elle est rebelle parce que euh, dans la religion, l'acte de foi qui consiste à croire sans voir, faire un acte de foi, c'est dire ok, je crois en Dieu, je ne l'ai jamais vu, je ne le verrai jamais, il n'y a pas de preuve tangible qui existe, mais je fais l'acte de croire. Euh, Et je pense que Jeanne, elle va euh, contredire la parole des hommes de Dieu. Elle va elle va les confronter plus que les contredire. Enfin, elle va faire les deux, mais elle va d'abord les confronter. C'est-à-dire qu'elle ne va pas faire un acte de foi simple. C'est un acte qui est réfléchi. C'est un acte qui, dans mon histoire, est peut-être plus calculé qu'un acte de foi simple. Voilà. Donc c'est pour ça elle est rebelle à l'idée même de croire bêtement, j'ai envie de dire. Voilà. Elle ne croit pas bêtement, elle a sa foi et elle a du mal à supporter ce que les hommes font
de leur rapport à Dieu. Et voilà, elle peut être en but avec la religion, même si sa foi à elle est pure, pour le coup. Bon, je sais pas si c'est... Je suis pas sûre d'avoir été très claire, mais Si, c'est très très clair en tout cas. Merci à toi. Merci beaucoup. Donc, on le voit effectivement, on aura la chronique dans quelques instants de Sonia. Il y a une question intéressante de Dominique Guénin, puisqu'on le disait tout à l'heure en préparant l'émission. Voilà, c'est un roman, hein, c'est pas un livre historique. Et elle nous demande justement comment avez-vous mené vos recherches historiques pour écrire ce livre? alors, j'ai fait beaucoup de recherches via Internet parce que ça, c'est quand même magique. On peut avoir accès à différentes bibliothèques universitaires et avoir accès aux, comment dire, aux recherches de chercheurs. Voilà, donc moi je me suis beaucoup inspirée du travail de Eliane Viennot, qui est d'une part une spécialiste de la Renaissance et particulièrement de la condition, enfin des femmes à la Renaissance, de la condition des femmes à la Renaissance. Donc ça a été une mine d'or. Je me suis aussi documentée sur les travaux, enfin avec les travaux de Michel Perrault et de tout un grand nombre euh, d'auteurs, d'articles sur la Renaissance et les différentes pratiques de la Renaissance, que ce soit la justice, la médecine, l'alimentation, les différents courants religieux, la façon de faire la guerre, la façon de faire, enfin, toutes les recherches. Et je remercie d'ailleurs toutes les personnes dont j'ai utilisé les travaux pour écrire ce livre à la fin du livre. Merci beaucoup. Merci Dominique pour cette question. Ce que je te propose, c'est d'accueillir Sonia Robinard justement pour la chronique de ce livre, donc Jeanne, la rebelle de Dieu. Alors Sonia, on rappelle que bonsoir, on rappelle que donc que tu es chroniqueuse littéraire et que ce soir tu vas nous parler de ce livre Jeanne, la rebelle de Dieu aux éditions Fayard. C'est le premier roman de Bénédicte Delmas. Nous t'écoutons. Quand Jeanne de l'Estonac, baronne de Landiras, devient veuve, c'est son monde qui s'effondre. Nous sommes en 1589 et la guerre des religions fait rage. Comment fait-on pendant cette période quand on est seul avec 2 enfants? La bienséance voudrait que Jeanne se remarie, au plus vite, pour que l'homme de la maison s'occupe du domaine, son plus jeune fils n'étant pas encore apte à le faire. Oui, mais voilà, Jeanne ne veut en aucun cas faire ce que tout le monde lui dicte. Elle rêve d'indépendance, de liberté de corps et d'esprit. Elle, qui a pu s'instruire en faisant partie de la noblesse, ne rêve que de transmettre son savoir aux jeunes paysannes de sa propriété. Mais en ces terres, que nenni, point trop d'instruction il n'en faut. Sait-on jamais, les femmes pourraient devenir égales aux hommes, et ça, même l'Église le refuse. Sa façon de gérer les choses lui fait perdre Gabriel, son fils, qui décide d'aller vivre sa vie en parcourant le monde. Jeanne va prendre des risques, et elle pourrait bien finir en prison, voire pire. Sa fille Blanche, qui avec réticence la soutenait, décide elle aussi de quitter le foyer. Dans ce roman, on va également suivre l'épopée sordide d'Adèle, jeune servante, que ses parents ont promise à un homme qui a une bonne situation et qui sait pourquoi pas s'associer par la suite au magasin familial. Il y a également les Troubadouresses, ce groupe de femmes qui voyagent au gré du temps et qui offrent des spectacles de rue dans les contrées qu'elles traversent. Avec ce livre, Bénédicte nous transmet des bouts de vie de femmes de classes différentes, mais ô combien dans la même difficulté, celui d'être une simple femme qui doit obéir sans rien dire. À grand renfort de mots puissants, à chaque page, je ressentais comme une épée qui me transperçait. Comment toutes ces femmes ont pu supporter autant de souffrances? Comment ont-elles eu la force de continuer à se battre malgré le risque de perdre la vie? La rébellion, l'espoir, l'envie de changer les choses, le désespoir sans nom, la tristesse, l'horreur du viol, du massacre, de l'agonie, tout, je dis bien tout est écrit dans ce livre. Mon cœur de maman, mais surtout de femme, a saigné pendant cette lecture. J'ai serré les dents et retenu mes larmes un grand nombre de fois. Trop de fois même, devrais-je dire. Et le pire passage, où j'ai eu envie de hurler, ce n'est même pas avec un morceau de vie d'une de ses protagonistes,
C'est le moment terrible qui réunit Gabriel, Com et un bébé. Je n'en dirai pas plus pour ne rien dévoiler. Une seule chose est sûre, que vous soyez une femme ou un homme, quand vous refermerez ce magnifique livre, vous ne serez plus pareil et vous ne regarderez plus le monde avec un œil différent en vous, disant Dieu merci, certaines choses ont bien changé. Et comme tu me l'as si bien dit dans ma dédicace, le savoir, c'est le pouvoir. Merci beaucoup, Sonia, pour cette chronique. Bénédicte, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose à cette chronique de Sonia? Merci beaucoup pour cette belle chronique. Alors, je voudrais juste corriger une toute petite chose. Jeanne, elle ne risque pas la prison parce qu'en fait, la prison n'existe pas à cette époque-là. L'enfermement n'est pas un châtiment qu'on propose, enfin qu'on inflige aux criminels. C'est quelque chose qui viendra beaucoup plus tard. C'est pour ça qu'à un moment dans le livre, il y a une recluse. Et cette recluse, c'est-à-dire que c'est une femme qui fait le choix de vivre enfermé indéfiniment jusqu'à la mort. C'est quelque chose qui nous choque aujourd'hui de pouvoir choisir l'enfermement, mais à l'époque, l'enfermement n'est pas un châtiment, ça n'existe pas encore. Voilà, ça viendra plus tard. On est plutôt sur des Merci. châtiments corporels, en fait, à l'époque. Oui, oui. Ouais, c'est sûr. Il y a des scènes, oui. Voilà. Mais merci beaucoup, Sonia. Il y avait justement, Sonia, tu parlais de rebelles et Bénédicte en parlait tout à l'heure aussi. Il y a une question, enfin une remarque intéressante de Laurent qui nous dit les rebelles sont souvent mal vus, pourtant les choses peuvent souvent changer par le biais de la rébellion. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est vrai. Mais Bien il faut sûr, oser se les rebeller. rebelles menacent l'ordre. Donc, on les aime pas, les rebelles. Et pourtant, c'est souvent la révolution qui fait changer les choses. La Eh ben, rébellion ou la ok. révolution, ouais, c'est vrai. Merci, merci Laurent. Cécile Torres qui nous pose la question. Si tu devais écrire un autre roman sur une autre figure historique, qui choisirais-tu? Alors, moi, j'ai choisi cette femme. En fait, c'est venu comme ça. Je m'étais pas dit je vais écrire un roman historique. Je m'étais pas dit je vais écrire sur cette femme. En fait, c'est cette femme, plus l'époque, plus le combat mené. C'est tout ça qui a fait que je me suis dit je vais écrire un livre. Euh, mais donc, je suis pas sûre qu'il y ait une autre figure historique qui m'inspire, là, en tout cas, comme ça. Euh, mais dans mon prochain livre, euh, pour l'instant, tout est dans ma tête, hein, rien n'est encore, enfin, il y a très peu de choses sur le papier. Ça sera beaucoup plus des héroïnes du quotidien. Des héros d'ailleurs, des héros et des héroïnes du quotidien, euh, parce que on n'a pas besoin d'avoir mené une révolution pour être digne d'intérêt. Et, euh, et je pense à toutes les femmes que je croise tous les jours et celles que je croise pas, mais qui sont des héroïnes du quotidien parce que le combat qu'elles mènent euh, pour leurs enfants, pour que ce soit des combats alimentaires parce que dans des conditions financières très difficiles, des combats parce que elles ont un enfant différent et que c'est extrêmement compliqué d'avoir un quotidien normal. Je pense à ces femmes qui n'ont pas de temps pour elles et qui subissent toutes les injonctions que les femmes ont aujourd'hui. Et, euh, et je parle même pas de il faut être belle, il faut rester jeune, il faut machin. Non, dans des combats qui sont vachement plus terre à terre et qui sont voilà, scolariser un gamin qui est différent, euh, euh, avoir des aides pour pouvoir permettre juste d'avoir un quotidien quand on ne peut pas travailler parce qu'on a un enfant handicapé ou, un, ou voilà, je pense aux femmes qui sont les aidants d'un membre de la famille. Bon, voilà, tout ça, c'est des quotidiens extrêmement durs et c'est des vraies héroïnes, même si on ne les voit pas dans les médias et même si... bon, voilà. Hmm. Il y a justement Joël qui rebondit un petit peu sur ce que tu dis. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des femmes qui te font penser à Jeanne? Oui, il y a des femmes qui me font penser à Jeanne. Pas forcément. Euh,
je pense, c'est pas une femme, et il s'avère que c'est un homme, mais je pense à Samuel Paty, qui veut faire un cours sur la laïcité, qui, euh, qui a choisi d'être prof, qui a choisi de transmettre, qui a une haute opinion de son travail parce que voilà, il veut éveiller une classe au sens critique. Il veut il veut essayer de dépasser le stade de l'émotion qui est le premier stade avec lequel on reçoit les choses et on réagit à chaud. Il essaye d'inculquer ça et, euh, et la machine se grippe et ça se retourne contre lui et ça va vite et enfin c'est affreux. Voilà, et son combat, il était tout à fait noble et le combat des enseignants est noble. Et c'est hyper noble de vouloir transmettre, de vouloir élever les esprits, de vouloir structurer la pensée, de vouloir ouvrir le champ de réflexion des autres. Et, euh, et voilà, et je trouve que notre éducation nationale, elle est malade et que nos profs, ils en peuvent plus. Et on fait tout pour les dégoûter du boulot. C'est terrible, quoi. Ils sont pas reconnus financièrement, ils sont pas reconnus, ils sont plus ou moins soutenus. Bon, voilà, je me dis que ça, c'est ils me font penser au combat de Jeanne. Voilà. Même le Entre autres. rectorat ne les suit pas du tout, hein. Quand on voit, nous, Bah à oui, l'école, qu'il y a une maman qui est obligée de prendre son temps de pause du midi parce que le rectorat a accepté l'AESH pour son fils autiste à l'école. Et le midi, il n'a plus son AESH pour manger à la cantine avec ses copains. Et c'est la maman qui mange avec lui dans la voiture. On a voulu la mettre dans une pièce à côté, mais l'école, le directeur n'a pas voulu, au risque qu'il y ait quelque chose et que c'est sur lui que ça retombait. Donc, ils ne sont même pas soutenus non plus, en fait. Les instituts et ça, ils essayent de se battre pour cette maman-là. Et ils ne sont pas soutenus non plus derrière par le rectorat ni rien, hein. Donc, c'est un combat perpétuel, en fait. oui, oui, Mm, oui, mm. bien sûr. Bah, merci beaucoup à toutes les deux. Donc je rappelle pour les personnes qui nous rejoignent, et je vois qu'il y a pas mal de personnes qui arrivent, qu'on reçoit ce soir, vous l'avez vu pour cet épisode 18 de l'émission Entre l'encre et les mots, Bénédicte Delmas qui parle avec nous de ce premier roman, Jeanne, la rebelle de Dieu. Donc voilà, elle était comédienne, réalisatrice. Et justement, il y a une question intéressante de Joël qui demande, Bénédicte, quelle est la différence essentielle entre l'écriture d'un scénario et celle d'un roman? Alors, la différence essentielle, c'est que quand on écrit un scénario, on ne peut que décrire ce que fait le personnage. Donc, il entre, il s'assoit, il prend un verre d'eau, et il jette le verre d'eau par terre. Ça, c'est ce qu'on écrit dans le scénario. On peut pas, on écrit ce qu'on voit. Quand on écrit un roman, on va dire, il entre dans la pièce, totalement perdu, il ne sait plus quoi faire, il est bouleversé de la conversation qu'il vient d'avoir, peut-être avant avec quelqu'un. Il décide de boire un verre d'eau et puis non, finalement, c'est pas ça, la colère l'anime et il ne veut plus rien supporter, il jette son verre d'eau. En fait, ce que je veux dire, mon exemple, il est vraiment pourri. Ce que je veux dire, c'est que quand on écrit un roman, on peut entrer dans la tête du personnage et on peut dire ce qu'il pense, on peut parler de son état d'esprit, parler de son ressenti. Donc, c'est beaucoup plus facile d'écrire un roman que d'écrire un scénario, je trouve. Parce que dans le scénario, il faut être factuel. On peut dire il entre en colère, mais ça veut rien dire parce que une personne qui entre en colère, quelqu'un entrera en colère avec des gestes brusques, avec de l'intensité dans ses mouvements, mais une autre personne peut rentrer avec une colère, peut rentrer dans une pièce avec une colère rentrée et on va juste voir qu'elle est très contractée, qu'elle a les mâchoires serrées, un regard. Donc ça veut rien dire, elle entre en colère. Donc on décrit ce qu'on voit dans un scénario, ce qu'on donne à voir, ce qu'on va donner à voir en tout cas, alors que dans le roman, on va rentrer dans la tête du personnage. D'accord. En tout cas, voilà. Ouais, Ouais. c'est ça. Donc on comprend en t'écoutant effectivement qu'aujourd'hui tu préfères écrire le roman que le scénario. En fait, je pense que
je pense que le roman est plus accessible en fait. C'est plus agréable à lire un roman qu'un scénario. Donc Oui. écrire un scénario, moi je veux bien écrire un scénario, c'est juste que je veux écrire sur des choses qui m'intéressent et que ce qui m'intéresse n'intéresse pas forcément les producteurs et les chaînes de télé. Donc voilà. D'accord, mais écoute, merci, merci à toi. Donc, dans ton livre, tu évoques bien évidemment Jeanne de l'Estonac, hein, on l'a vu, religieuse française. Et il y a une question intéressante de Bernadette qui demande, est-ce que ce n'était pas pour elle, donc Jeanne, la rebelle de Dieu, un moyen pour elle d'éviter le mariage, le remariage? Alors, le fait d'entrer dans les ordres était un moyen d'éviter le mariage. Enfin, quand on était veuve, on avait le choix entre se remarier, entrer au couvent, mais pour ça, il fallait de l'argent. Entrer au couvent ne nécessitait pas forcément qu'on devienne religieuse, hein. On pouvait rentrer au couvent et être prise en charge comme en pension au couvent. Et c'était bien sûr une vie avec beaucoup de prières, mais on n'était pas forcément ordonnée religieuse. Euh, les femmes les plus précaires, elles n'avaient pas beaucoup de choix. Si elles ne pouvaient pas se marier, il arrivait qu'elles tombent dans la prostitution. Euh, voilà, ce qui n'était pas une fin très heureuse, mais rentrer dans les ordres demandait de l'argent, généralement. Donc ça ne s'adressait pas à toutes les femmes. Donc souvent, elles se remariaient de façon plus ou moins heureuse, d'ailleurs. Et, euh, et voilà, et elles avaient aussi la possibilité de... alors, pas à la Renaissance, parce que c'est un tout petit peu plus ancien, elles avaient aussi la possibilité de rentrer dans des communautés exclusivement féminines qui étaient organisées autour du travail, de la prière, et, euh, et elles pouvaient voilà, vivre comme ça sans forcément être remariées, mais le remariage était ce qu'il y avait de plus simple quand même. Merci beaucoup. Sonia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? En fait, c'était presque pour elle, j'avais l'impression que c'était plus une libération en fait de rentrer dans les ordres. Elle rentrait dans quelque chose qui la couvrait, mais c'était plus pour se libérer en fait. Parce que comme après, on voulait, pour savoir ce que donc elle voulait faire, elle est obligée de passer par là. Et justement, c'était plus pour se libérer en fait qu'elle est rentrée dans les ordres. On peut y voir une forme de libération, tout à fait. Après, je pense que les femmes qui n'avaient pas envie de se marier, elles pouvaient rentrer dans les ordres, mais je pense que le mariage n'était pas forcément systématiquement malheureux à cette époque-là. Euh, le mariage à cette époque-là, on n'est pas dans l'amour courtois, c'est-à-dire que ce sont des mariages qui sont vus de façon très pragmatique, c'est-à-dire c'est soit éviter le démembrement des propriétés, donc on se marie dans la même classe sociale pour rester puissant en fait, on se marie pour faire prospérer un commerce. Donc on se marie dans la même caste en général et on n'attend pas de son amoureux ce qu'on attendrait aujourd'hui. L'épanouissement personnel, c'est pas forcément une notion qui existe à cette époque-là. Donc c'est des mariages qui sont de raison, qui doivent être prospères, qui doivent donner des enfants pour assurer une lignée. Chez les nobles, on se marie aussi par c'est une question de position sociale, et il n'y a que chez les plus pauvres qu'on suit l'inclinaison du cœur, c'est-à-dire que euh, euh, même chez les paysans, on se marie quand on a un bout de terre, on peut prétendre à un mariage, on peut prétendre à une femme plus intéressante qu'une autre. On est en position de force en fait pour négocier un mariage. Mais chez les plus pauvres où il n'y a rien à partager, on se marie suivant l'inclinaison du cœur. Et donc, euh, c'était peut-être les plus heureux, je ne sais pas. Bien qu'à cette époque-là, la notion de bonheur a été encore différente, mais, euh, on fuyait pas forcément le mariage. Aujourd'hui, ça nous paraît terrible de se dire on est marié sur le choix des parents, etc. Mais à cette époque-là, c'était comme ça. Voilà. Et C'était la coutume. il y a eu des mariages très heureux, sans totalement arrangés. Ouais. Hmm. Avant d'écouter l'extrait de Marie dans quelques instants, combien de temps il t'a fallu pour écrire ce livre, entre les recherches et entre le moment où tu as eu l'idée et que, en gros, il est sorti chez Fayard?
2 ans. 2 ans Ah oui. entre le moment où il dit j'y vais et le moment où il est sorti, 2 ans. Voilà, il y a eu un an pour les recherches parce que je faisais ça à mes heures gagnées entre 2 tournages et voilà, donc un an pour les recherches et le plan du roman, la structure en fait, et ensuite 5 mois de rédaction à temps Ah oui. complet par contre. D'accord. Voilà. Eh ben, écoute, et il y a souvent la question, bon, elle n'a pas été posée pour l'instant, peut-être qu'elle sera posée tout à l'heure, mais est-ce que tu as eu des rituels? Est-ce que quand tu t'es dit, bah, je vais écrire un roman, est-ce que tu t'es vraiment mis dans ta petite bulle avec des petits rituels d'auteur? Alors, j'avais pas de petits rituels si ce n'est de boire du thé toute la journée, mais par contre, j'étais dans ma bulle, mais en fait, j'arrivais pas à sortir de cette bulle pendant 5 mois. C'est-à-dire que c'était tout, du matin jusqu'au soir, j'étais totalement dans ce truc-là, et c'est ça que j'ai aimé, et c'est peut-être pour ça euh, que j'ai un si bon souvenir de cette écriture, c'est que j'arrivais pas à en sortir. C'était ça, ça me. Mon expression un peu vulgaire, c'est que c'était mon bouffe d'or. C'est que du matin, il est là tout le temps, le roman et les personnages. Et dès que j'avais 5 minutes, voilà, j'ai adoré cette expérience. Ah, merci à toi en tout cas. Et puis bah, je profite aussi de l'occasion, hein. Bon, on le rappelle, il a été édité chez Fayard. Donc je te remercie déjà d'être venu dans cette émission et je remercie aussi Naïma, hein, qui est aussi à l'initiative de cette émission. Donc vraiment, merci beaucoup à elle chez Fayard. Ce que je te propose donc, bah, c'est d'écouter l'extrait de Marie, puisque je vois qu'il y a quelques petites questions comparatives entre le métier d'acteur et le métier d'auteur. Mais on posera la question tout de suite après l'extrait. Tout de suite donc l'extrait de Marie. Marie Méran présente un roman de Bénédicte Delmas, Jeanne, la rebelle de Dieu, aux éditions Fayard. 1589. La commune de Landiras se trouve à une dizaine de lieues de Bordeaux. Les membres du Parlement de Guyenne ont fait le déplacement pour assister à l'enterrement de leur confrère, le baron de Landiras. L'inhumation dans le cœur même de l'église paroissiale, ainsi que les prêtres venus en nombre, rappellent à tous que c'est un seigneur qu'on enterre. Au milieu du chœur, une chapelle ardente entoure le cercueil. Une centaine de cierges, frappés des armes des Montferrand-Landiras, sont portés par les paysans les plus pauvres de la seigneurie. Ils mettent en scène, avec ostentation, l'appartenance du défunt à la noblesse. Un lion d'or, à la queue léopardée, armé et lampassé de gueules sur fond d'azur, encadré des croix d'argent chargées de 5 étoiles d'or, dès l'entrée de l'église et sur tous les murs de la nef, le blason des Landiras martèle un lignage de renom. Debout au premier rang, Jeanne porte une robe de velours fauve, étroitement lacée dans le dos sur un corset. Des perles discrètes sont brodées au niveau de la poitrine, sa gorge est couverte et un collet monté la contraint à ce port altier. Ses pommettes hautes, ses yeux bleus et sa bouche charnue sont protégés des regards par un voile transparent qui lui donne un air de madone. Jeanne, désormais veuve, s'en remet à Dieu, mais aujourd'hui, elle a du mal à prier. Elle sait qu'elle est au centre de l'attention. Elle n'ignore pas que plusieurs nobles seront bientôt pressés de lui proposer le mariage. On la regarde, on l'évalue. On ne ferait pas autrement avec une vache dans un marché aux bestiaux, bien que sa physionomie à elle ne compte pas. Son âge avancé et la quasi-certitude qu'elle ne procréera plus, non plus. Ce qui intéresse ses prétendants, c'est le vaste domaine que lui laisse son époux. Jeanne regarde droit devant elle. Elle entend les prières, mais son esprit vagabonde. Elle pense à Gaston. Elle admet que ses parents avaient bien choisi son mari. Il a été bon avec elle et leur union lui convenait. 24 ans de vie commune et féconde. Il faut dire que, contrairement à ses parents,
dont la mère est protestante, Jeanne et Gaston partageaient la même foi catholique. La perspective des bouleversements dans son quotidien laisse Jeanne étrangement calme. Jusqu'à présent, elle n'a fait qu'éduquer ses enfants et n'a jamais manifesté l'envie de faire autre chose. Jeanne appartient à ces femmes de la noblesse, éduquées mais rigoureusement dressées pour occuper une place bien précise. Voilà pour cet extrait donc de Jeanne, la rebelle de Dieu aux éditions Fayard. On le rappelle, le premier roman de Bénédicte Delmas qui est avec nous ce soir. Qu'est-ce que ça te fait, Bénédicte, d'entendre ton livre en audio comme ça? C'est émouvant. Eh ben, merci à toi en tout cas. Et justement, et l'amour dans cette histoire, l'amour entre un homme et une femme. Ah, la question de Bénédicte, justement. Et l'amour dans cette histoire, l'amour entre un homme et une femme, est-ce qu'il en est question? Bien sûr, bien sûr. Il est question d'amour, il est question d'amour entre, entre plusieurs hommes et plusieurs femmes, mais chacun de leur côté. Mais il est question d'amour, bien sûr, parce que c'est la seule chose qui vaille la peine. Non, c'est pas la seule chose, mais c'est une des choses les plus importantes quand même Hmm. dans la vie en général. Donc, mon personnage qui est passionné, elle n'est pas encore religieuse. Merci beaucoup. Sonia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cet extrait? Est-ce que, comme d'habitude, tu t'es retrouvée dans l'univers du livre? Ouais, tout à fait. Puis avec la musique qu'elle a choisie en bruit de fond, Marie, elle a très bien choisi, je trouve. Ça met bien le texte en valeur. Hmm. C'est rigolo parce que en préparant l'émission, moi j'ai entendu une petite anecdote justement sur le titre Jeanne de l'Estaque et justement Cécile Torres pose la question, bah, que peut-être ça m'intéressait de le savoir et qui nous demande: as-tu gardé la bouteille de vin au souvenir de ce fameux repas qui t'a donné l'inspiration? Non, j'ai pas gardé la bouteille de vin, mais c'est marrant parce que je l'avais prise en photo. Je l'avais prise en photo, euh, mais pour plusieurs raisons. C'est que j'adore ce vin. Il est, il est super bon. Voilà. Donc la cuvée Jeanne de l'Estonac, j'aime beaucoup ce vin, c'est un grave rouge. Et enfin voilà, moi je l'aime rouge, il existe aussi en blanc et en rosé. Mais moi je l'aime rouge. Et donc j'ai pas gardé la bouteille parce qu'à l'époque euh, je savais pas que ça deviendrait que ça serait le début d'une si longue aventure. Hmm. Justement, raconte-nous cette anecdote, si tu es d'accord, justement, de comment est venu ce titre, puisque tu dis toi-même, tu n'avais pas idée au début d'appeler ton livre Jeanne de l'Estonac, la rebelle de Dieu. Justement, raconte-nous l'histoire de cette bouteille de vin. Alors, je dîne avec une amie d'enfance à moi que j'ai pas vue depuis longtemps. Elle me dit, tu travailles sur quoi en ce moment? Et à l'époque, je suis en prépa pour les filles du Plessis. Donc je lui dis, bah, je prépare un film sur une grève de la faim dans un foyer d'accueil pour mineurs enceintes. Et c'est des gamines qui vont mener une grève parce qu'elles sont exclues de l'école. Dès qu'on sait qu'elles sont enceintes, elles sont exclues de l'école alors que c'est même pas, c'est totalement illégal, c'est toléré par le rectorat, c'est une pratique qui est courante, mais qui n'a aucun fondement légal. Et voilà. Et donc elle me dit, ah tiens, ben, tu sais, Jeanne de l'Estonac, c'est la nièce de Montaigne, et elle a créé la première école pour filles d'enseignement général. Jeanne de l'Estonac, voilà. Et c'était le vin qu'on était en train de boire. Et, euh, et je me suis dit, tiens, la nièce de Montaigne, c'est marrant. Première école pour filles d'enseignement général, tiens, ça ressemble un peu à mon sujet. Enfin, ça traite de femmes et de l'accès à l'éducation pour les femmes. Et je mets ça dans un coin de ma tête. Et puis j'y repense un petit peu. Puis enfin, je fais les filles du Plessis, on fait le tournage. Et puis pendant le montage, à l'époque, j'avais une façon de travailler qui était que je passais au montage tous les jours, mais je laissais travailler mon monteur tout seul le matin.
et je passais l'après-midi parce que on était organisé comme ça. Et donc tous les matins, je me disais, mais très vite, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Et je me dis, bah, je vais écrire une histoire sur une femme, sur cette Jeanne de l'Estonac, sur la nièce de Montaigne. Et donc là, a commencé euh, un, un nombre de questions incalculables est arrivé dans ma tête sur le comment, sur l'époque, sur les us et coutumes, sur le propos globalement qu'il fallait étayer et penser. Voilà. Donc ça a commencé comme ça. C'était Eh ça ben la écoute, question. Je sais. merci beaucoup en tout cas. Bah oui, bah c'est ça qu'on adore dans cette émission, bah c'est d'avoir, comme on dit, bah, ce qui se cache entre l'encre et les mots, et c'est d'avoir justement les coulisses de l'inspiration de nos amis auteurs. Et vraiment, cette anecdote, elle est assez sympa. Merci à toi. Question de Frédéric qui est avec nous et qui nous dit, à votre avis, c'est quoi le plus dur entre être actrice ou autrice? Je crois que les deux sont très difficiles et en même temps très satisfaisants. Mais ça dépend de la personnalité de chacun. Euh, En ce qui me concerne, autrice est plus satisfaisant, mais peut-être que ce que j'ai eu la chance de jouer comme comédienne ne m'a pas permis de m'épanouir parce que j'avais pas forcément la liberté que j'ai en tant qu'autrice. Donc voilà, mais peut-être que des actrices qui ne font que des films de cinéma avec des scénarios formidables et des réalisateurs qui sont des directeurs d'acteurs incroyables, elles ont certainement plus de satisfaction que je pouvais en avoir moi en travaillant pour une série pour la télévision où ça va beaucoup plus vite, où on n'a pas forcément le temps de travailler les choses de manière approfondie. Donc c'est ça aussi qui fait que je me suis lassée de la comédie et que et oui, je pense que en tant qu'autrice, je peux aller là où j'ai envie, et ça, c'est chouette. Il y a une autre, bah, c'est plus un petit commentaire, effectivement. Gardez-vous des bons souvenirs lors des épisodes que vous avez tournés dans la série Navarro, et est-ce que tu serais prêt demain à retourner devant la caméra? Est-ce que je serais prête à quoi, pardon? À retourner devant la caméra, c'est-à-dire on Ah, pourrait te revoir dans de nouvelles euh, séries alors, prochaines. il me semble que j'ai fait qu'un épisode de Navarro. Il me semble qu'il n'y en avait qu'un. J'ai un très bon souvenir. J'ai un très bon souvenir de ce tournage. où, euh, où on avait beaucoup rigolé malgré un rôle très dramatique et absolument horrible, où je pleurais tout le temps. Mais du coup, entre les prises, c'était beaucoup plus joyeux. Et non, je me souviens que c'était une époque où c'était un tournage qui était compliqué pour moi parce que le lundi, je tournais à Saint-Tropez, le mardi, je tournais à Paris, le mercredi à Saint-Tropez, le jeudi à Paris, le vendredi à Saint-Tropez. Donc c'était abrutissant de fatigue avec les avions, etc. Et donc je me rappelle que je me suis endormie sur le plateau. On était dans une séquence où j'étais assise sur un canapé et je me suis endormie. Et ça, je pensais pas que j'étais capable de m'endormir sur un tournage. Mais voilà. Donc ça, c'était globalement des bons souvenirs. Et est-ce que je redeviendrai, enfin, est-ce que je rejouerai la comédie? Peut-être pour un copain qui fait un film et qui a besoin de quelqu'un pour une séquence. Donc si Hmm. c'est un petit truc, peut-être. Je dis pas non. Mais je redeviendrai jamais comédienne à temps plein, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. D'accord, mais en tout cas, bah, merci à toi. En tout cas, il y a Lolo qui nous rejoint, qui nous dit merci pour ce livre que j'ai beaucoup aimé. Voilà, on le rappelle, Merci Jeanne, la Lolo rebelle 60. de Dieu. Voilà, aux Merci. éditions Fayard. Merci à vous d'être là. Laurent qui nous dit, vous avez terminé votre livre, donc bravo. Si vous retourniez dans le passé pour l'écrire à nouveau, serait-il identique à celui que vous nous présentez ce soir? Ah, très bonne question. Bah, il Bah serait tiens. identique sur le fond, mais il serait très différent sur la forme. Enfin, très différent. C'est-à-dire que j'ai tellement appris avec ce livre
mais c'est-à-dire que de l'écrire, ça m'a appris à lire. Donc ça paraît complètement idiot ce que je dis, mais de l'écrire et d'être dans cette situation d'autrice. Les livres que je lis depuis, je ne les lis pas de la même façon. Et en fait, je vois maintenant ce que j'aurais pu faire et comment j'aurais pu emmener certaines choses et comment. Donc non, je pense qu'il serait différent. D'accord, merci. Question intéressante de Cécile, puisqu'on le rappelle, pardon, j'ai juste enlevé le commentaire, qu'on le rappelle, tu es aussi réalisatrice et elle nous demande si tu devais adapter ton roman à l'écran, quelle actrice choisirais-tu pour jouer le rôle de Jeanne? Waouh, ça c'est une sacrée question. Je sais pas. Je sais pas. Quand, quand j'ai écrit le projet de film, donc c'était il y a 10 ans, quand j'étais en montage des Filles du Plessis, euh, je pensais à Sophie Marceau tout le temps. J'avais cette image de Sophie Marceau. Et voilà. Maintenant, 10 ans plus tard, Jeanne, elle a 40 ans. Donc, ce serait une femme de 40 ans. Il y en a plein qui pourraient correspondre. Il y en a plein qui pourraient correspondre euh, en qualité de jeu et même physiquement. Ce qui est important pour moi, ce serait d'avoir une actrice qui porte un certain feu intérieur. Voilà, parce que ce Moi, personnage-là, il est ouais, animé c'est marrant parce que moi, pendant que je lisais le livre, je voyais, je sais plus son nom, celle qui a fait la série HPI. Audrey Comment, Fleurot. Ah, Ouais. voilà. Et c'est vrai qu'en lisant le livre, en fait, je la voyais dedans parce que je l'avais vu dans sa série qu'elle avait faite, ça, avec les femmes et tout ça. Et je sais pas pourquoi, je l'imaginais tout à fait dans le rôle de Jeanne, en fait. Ouais, c'est vrai qu'elle aurait pu être une chouette Jeanne. Ouais. Mm. hmm. Et justement, quand tu Non, écris tes scénarios... Pardon, je t'en prie, vas-y. non, il y a plusieurs femmes plusieurs actrices qui pourraient correspondre. Euh, pour moi, ce qui est important, c'est qu'elles s'emparent du personnage et du propos. Voilà. Oui. Et est-ce que quand on écrit un scénario pour les réalisateurs, est-ce que vous vous imaginez déjà les acteurs pour lesquels vous écrivez le scénario? Ou est-ce que on écrit le scénario et on se dit après, bon, on verra pour les acteurs plus tard? Ça, c'est une question qui m'intrigue, ça. Alors, moi, j'écrivais pas. Enfin, je. Pour les filles du Plessis, par exemple, comme mes héroïnes, elles étaient très jeunes, j'avais pas vraiment de référence d'actrice parce elles étaient très jeunes. Euh, Sandrine Bonner, moi, j'osais même pas rêver d'avoir Sandrine Bonner pour faire le film avec moi. Donc, qu'elle accepte et qu'elle ait envie de le faire, c'était un cadeau super, formidable. Euh, alors, il y a une comédienne à laquelle j'avais pensé dès le début pour jouer le rôle de Dom, de Dominique, c'est Blandine Bellavoir. Et j'avais pensé à elle, j'avais tourné avec elle sur Plus belle la vie et je m'étais dit, tiens, elle a quelque chose de très spécial. Et ça m'intéresse. Donc voilà, mais sinon, les autres projets de scénario que j'ai écrits, j'avais pas forcément des fois, on pense à un comédien et on sait qu'il n'a pas le bon âge et tout, mais il a quand même des caractéristiques du personnage. Donc, on le met dans la peau du personnage. Enfin, on se le figure quand on écrit pour le personnage, même si on sait que ça ne se fera pas avec cette personne. D'accord, bah, merci beaucoup. Donc on le rappelle, Jeanne, la rebelle de Dieu aux éditions Fayard. Ce que je te propose maintenant, bah, c'est de lancer donc le jingle pour avoir la question de notre invité de mercredi. Alors, pour rappeler pour les personnes qui nous regardent ce soir, on rappelle que ce mois de février, on a lancé un mois spécial rédactif. Donc, c'est une maison d'édition, cher Bénédicte, locale, basée à Rousset, dans les Bouches-du-Rhône, dont la directrice de publication s'appelle Maëlys Père. Donc, elle a découvert de très belles plumes. Et justement, la semaine dernière, on a reçu une auteure pour son premier roman, son deuxième roman, pardon, mais premier roman aux éditions rédactives.
Bernadette Mesbourian avec son livre Maître. Ce que je te propose, c'est d'écouter sa question et ensuite on y répondra. Enfin, tu y répondras. Bonjour Bénédicte. Très intriguée par votre roman et son héroïne, je me suis renseignée sur cette femme, Jeanne de l'Estonac, qui a vécu au XVIe siècle, s'est opposée à la morale de son temps et a fondé à Bordeaux la première école de filles. J'ai également écouté l'interview que vous avez accordée à la librairie Mola de Bordeaux. Vous dites que votre roman est un roman d'émancipation, que Jeanne est un personnage contemporain, effronté, courageux. Vous en faites l'héroïne du combat pour la liberté des femmes. Si vous le permettez, voici ma question. Quel lien y a-t-il entre le concours de Miss France, auquel vous participez en 1992, et Jeanne? Quel cheminement, depuis ce concours de beauté, en passant par vos rôles dans des séries télévisées et votre travail de réalisatrice, vous a conduite à mettre en scène une figure emblématique de l'émancipation des femmes? Voilà donc pour la question donc de Bernadette Mesbourian. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui répondre? Je pense qu'elle n'est pas la première à me poser cette question. Ah, Mais en fait, c'est une suite très logique. Tout ça est très logique. C'est que le concours de Miss France, j'ai 18 ans, je ne sais plus quel âge j'ai, euh, je me rends compte que finalement, bah, j'ai moins envie qu'on me regarde et j'ai plutôt envie qu'on m'écoute. Donc ce concours me sert à ça. Il me sert à comprendre que je suis objectifiée et que ça peut convenir à certains et je n'ai pas de jugement là-dessus. En tout cas, moi, ça ne me convient pas. Donc je pense que je passe de ce qu'il y a de plus euh, symbolique dans l'objectification des femmes et le fait de les... C'est un point de départ qui me fait comprendre qu'il y a quelque chose qui me dérange. Euh, ok, ça me permet de sortir de ma campagne euh, et de voir autre chose, de venir à Paris, et ça c'est génial. Et je rencontre des filles super avec qui je partage cette aventure. Mais je comprends que euh, il y a d'autres voies à explorer et il y a une voix à faire entendre. Enfin, il y a sa propre voix à trouver, à faire entendre. Voilà. Ensuite, je passe par le mannequinat, qui est quelque chose de... une espèce d'ego boost pervers. C'est-à-dire que le premier contrat pour laquelle je travaille, c'est Chanel. Et enfin, on était, je vous parle d'il y a 30 ans, plus de 30 ans, on était extrêmement bien traités dans cette maison-là. Ce n'était pas le cas partout. Mais là encore, dans le mannequinat, je ne fais qu'exploiter mon physique, ce qui me donne une confiance en moi énorme. C'est-à-dire que je ne me suis jamais trouvée très jolie, mais je me suis toujours aimée. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de... ah, elle va revenir. Elle va revenir, ne vous inquiétez pas. Hop. Bon, en tout cas, voilà, si vous êtes avec nous, on rappelle... Ah, non, elle va revenir, vous inquiétez pas. Donc, on rappelle qu'on était avec Bénédicte Delmas, enfin, on est avec Bénédicte Delmas, on passe un agréable moment avec Jeanne, la rebelle de Dieu, aux éditions Fayard. Donc, encore une fois, merci à tous d'être présents. Hein. Je vois que vous êtes très nombreux ce soir. Hein. Bénédicte, merci pour ton commentaire. Voilà, donc elle revient. Bénédicte qui est de retour avec nous. Tout va bien, vous inquiétez pas. Je suis de retour. Donc, je ne sais plus où ça a coupé, parce que je suis partie... je ne sais plus où ça a coupé. En tout cas, voilà, je travaille dans le mannequinat et donc exclusivement avec mon apparence et ce qu'on percevra de moi. Là, je comprends, parce que j'entends dans la même journée que je suis trop grosse, ensuite que je suis trop maigre, que je suis trop grande, que je suis trop européenne, que je suis trop chic, que je suis pas assez
pas assez cool, que j'entends tout et son contraire. Et en fait, c'est hyper formateur et c'est génial parce que ça m'affranchit totalement pas totalement, mais ça m'affranchit en grande partie de ce que les autres vont pouvoir penser, parce qu'il y en a toujours vous ne correspondez pas aux standards des uns, vous correspondez aux standards des autres, donc on fait pas l'unanimité, et finalement il faut s'en foutre, donc il faut se dire dans la glace, ok, ce que tu vois, ça te va à peu près, c'est bon, et euh, donc voilà, je passe par le mannequinat, et là aussi j'ai des frustrations, bon, mais je joue la comédie, donc là on travaille un petit peu plus avec ce qui nous anime, avec ce qui nous constitue. Néanmoins, je rencontre aussi des frustrations. Ma vie est faite d'un enchaînement de frustrations auxquelles j'essaye de remédier avec les moyens que j'ai. Donc, je joue la comédie, j'ai des frustrations. Je décide d'apprendre la réalisation, ça m'éclate, j'ai aussi des frustrations. Je décide d'apprendre l'écriture de scénario, c'est passionnant, je fais rien de mes scénarios parce que personne n'en veut. Enfin, bien sûr, il y a les filles du Plessis et d'autres projets qui se dessinent là maintenant, mais là aussi, grosse frustration. Donc, je décide d'explorer une autre voie, l'écriture de romans. L'écriture de romans, je me dis pas je vais écrire un roman, sur quoi est-ce que je pourrais écrire? Ça se passe pas comme ça. C'est que je fais connaissance avec ce personnage, cette époque, et je me dis mais ça c'est extraordinaire, il y a une super histoire à faire avec ça. Et ben je vais écrire cette histoire. Voilà. Donc, Bah, donc ça c'est le lien entre et je suis toujours la même au milieu de tout ça. C'est-à-dire que c'est juste que j'avance par élimination et je vais quelque part et je vois ce qui me convient, ce qui me convient pas, et j'ai la liberté folle de pouvoir changer. J'ai la chance inouïe de ne pas être emprisonnée à aucun moment quelque part. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y a plein de gens qui rêveraient d'avoir une autre vie que la vie qu'ils ont et ils peuvent pas pour différentes raisons. J'ai cette chance-là. Donc voilà, c'est ça le lien entre la Bénédicte qui a fait Miss Côte Basque en 1991 et Bénédicte qui fait Jeanne la rebelle de Dieu. Et je suis toujours la même. Et c'est aussi l'occasion pour moi de dire les étiquettes, on m'en a collé plein, mais vous pouvez continuer, j'ai de la place. J'ai de la place et j'ai pas besoin de les décoller, je n'ai pas à renier ce que j'ai fait. Euh, Moi, je suis OK avec ce que j'ai fait. Et je pense que on aurait pu faire beaucoup mieux que ce que j'ai fait de ma vie avec. Mais moi, j'ai fait ça comme ça et ça me convient en fait. Oui, ça t'a merci. permis d'évoluer aussi. Bien sûr, bien Mm. sûr. Il y a Bernadette qui nous dit justement merci Bénédicte pour la sincérité de votre réponse. Et c'est vrai qu'elle le dit, mais je rajoute l'émotion qui t'anime quand tu en parles. Quand tu parles de ton livre, où tu passes le cap d'écrire un roman, on sent effectivement que tu t'épanouis. Oui, et pourtant j'essaye de rester calme parce que sinon oui, Libère-toi, il n'y a pas de souci. Puisque dans quelques instants, tu vas passer sur le grill avec Séraphine, hein, donc on le rappelle. oui. Mais alors, par contre, je suis impressionnée par la question que m'a posée Gabrielle parce que moi, elle n'est pas du tout aussi élaborée la question que je pose à ma collègue de la semaine prochaine. Ah, mais toi, t'inquiète ça. Merci. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. En tout cas, peut-être tac tac tac. Maëlys Père, justement, directrice de publication, on le rappelle, aux éditions rédactives, qui est là et qui nous dit peut-être ne vous seriez-vous pas autant intéressé à Jeanne sans ce parcours. Effectivement. Mais certainement, certainement. D'autant plus que l'éducation, qui est un sujet qui revient régulièrement dans les thèmes qui me tiennent à cœur, moi j'avais 2 ans de retard à l'école, donc j'étais un cancre dans notre système scolaire. Et je fais partie de ces enfants qui n'ont pas pris le train en route, si je puis dire, qui restent sur le bas-côté parce qu'ils n'arrivent pas à s'intéresser, parce qu'ils s'ennuient. Et, et, et c'est très très long pour décoller cette étiquette et se dire, enfin, se départir en tout cas de cette image qu'on peut avoir de soi, de se dire, mais en fait, je suis bête puisque j'ai pas réussi, alors que tout le monde passe dans la classe supérieure. Moi, je redouble une fois, je redouble 2 fois. C'est une punition absolue d'aller à l'école. Euh,
socialement, c'est chouette, mais dès qu'il faut se passionner pour des... Bon, voilà, cette rencontre-là, moi, je ne l'ai pas faite. Et c'est un énorme regret. Et toute ma vie hors système scolaire, c'est-à-dire à partir de 18 ans ou de 20 ans, ça reste un regret énorme de se dire j'ai pas su, j'ai pas réussi à, à m'accrocher à cette opportunité, j'ai pas réussi à profiter en fait de ça. Et alors, il y a pas qu'à l'école qu'on peut apprendre, il n'y a pas qu'à l'école qu'on peut se former. Heureusement, il y a d'autres moyens. Et la lecture est une des manières les plus propices au développement de sa pensée. Euh, donc voilà, je n'ai eu de cesse finalement de continuer à apprendre. Mais donc oui, c'est pas un hasard et Ah, bah, effectivement, parce qu'elle rajoute tout a un sens, rien n'arrive par hasard selon moi. Voilà, donc merci, merci Maëlys. Frédéric nous dit ne changez pas, vous êtes une très belle personne, Bénédicte. Donc encore une fois, merci, merci beaucoup. Merci. Donc on le rappelle, donc la semaine prochaine, on recevra donc Marie-Pierre Clamence pour Le Monde d'Orion, tome 1. Encore une fois, une auteure de la maison d'édition Rédactive. Chère Bénédicte, quelle serait ta question? Alors, moi, c'était davantage sur le process d'écriture. Ma question serait euh, comment est-ce que tu fais le choix de tes sujets? Et ensuite, quelle est ta routine d'écriture? Comment est-ce que tu lances ton process de créatif, en fait? Eh ben merci beaucoup. On rappelle, on la recevra donc ce mercredi pour nous parler de ce livre Le Monde d'Orion, tome 1, L'illusion du savoir, Marie-Pierre Clamence aux éditions Rédactive. Ben écoute, ben merci à toi pour cette question. Juste avant de recevoir Séraphine, il y avait une question intéressante qui est là par rapport à ce que tu disais sur ton parcours. Pensez-vous que le fait d'être une femme vous a fermé des portes? Je pense que le fait d'être une femme démultiplie les obstacles. Oui, je ne pense pas que ça m'ait fermé de porte, mais dans le sens où le fait d'être une femme exige aussi une combativité beaucoup plus développée euh, que certains hommes. Donc du coup, euh, les portes, je pense que... Oh, je sais pas, je suis pas capable de répondre à la question. Je pense que moi, j'adore être une femme et je trouve que c'est dur, mais le combat, il est beau, la route, elle est belle et, et je crois que... Non, je crois qu'on arrive... Beaucoup de femmes ont fait le chemin avant moi, donc elles ont aussi ouvert des portes pour moi, donc je bénéficie de ça. Et donc je pense que j'ai pu subir certains préjugés en tant que femme, mais j'ai l'impression d'avoir réussi à les battre en brèche, Les si je contourner, puis dire. d'accord. Eh ben Voilà. merci beaucoup. Merci à toi. Parce que je te propose, c'est de recevoir donc Séraphine. Rebonsoir Séraphine, qui est en train de trifouiller encore sur son bureau. Non, j'ai juste mes papiers et mes dossiers qui sont tombés. Allez, c'est pas grave. Bon, en tout cas, bah, merci à toi. Qu'est-ce que tu peux nous dire là en avant-propos de ta petite intervention avec Bénédicte? En avant-propos, que je suis assez d'accord avec les derniers commentaires. C'est vrai que j'aime beaucoup l'émotion que tu dégages. J'aime beaucoup la façon dont tu essayes de rester calme et concise, alors qu'on sent qu'il y a énormément d'émotions, énormément de passion derrière. Et tu gardes ce flegme et ce calme. Mais je sens qu'il y aurait plus à dire et plus à partager. Il y a une retenue, je trouve pas le mot, une pudeur qui est très très jolie. J'aime beaucoup. Eh ben merci à toi en tout cas. Et puis bah, je vous laisse toutes les deux, je te laisse la parole. Oui, je voulais revenir tout à l'heure.
enfin, plein de découvertes forcément, puisque tu as eu plusieurs casquettes, plusieurs métiers. Et à chaque découverte, tu te rendais compte que tu avais une frustration, tu as dit, que tu sentais qu'il y avait quelque chose qui te manquait. Donc finalement, ça a été plein de plaisirs et de manques successifs. Et là, aujourd'hui, avec l'écriture, est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui est comblé ou est-ce que tu sens qu'il y a encore un après à découvrir? Un après, oui, forcément, mais un après différent de tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Je crois que là, je suis arrivée à quelque chose qui me satisfait. C'est-à-dire que je pense que je ne pourrais pas vivre que d'écriture parce que j'ai Mhm. besoin de travail en équipe. Et c'est ce que je trouve dans la réalisation. Quand je réalise un film, je travaille avec 40 personnes et j'aime ça. Mais il y a un bon équilibre. Je pense que entre l'écriture et la réalisation, j'ai peut-être trouvé le bon équilibre. Il y a un peu de voyage au milieu et c'est bien. Ah, c'est chouette. Ah, c'est super chouette. Je suis contente parce que je parlais effectivement du parallèle au départ de nos parcours finalement, puisqu'on part de enfin, des mêmes études pour finir finalement devant un manuscrit. Et du coup, de savoir que comme moi, tu as l'impression d'avoir vraiment trouvé quelque chose aujourd'hui qui t'épanouit, en plus du bagage que tu ne renies pas, au contraire, que tu veux y ajouter. Je trouve ça vraiment très chouette. Et ce qui me questionne aussi, c'est dans tes personnages, dans la force des parcours, ou que ce soit les personnages finalement que tu as joués ou que tu as écrits, que tu as mis en scène, c'est toujours des parcours de femmes fortes, de femmes qui ont besoin de se battre. Et pourtant, dans ta vie, dans ton propre parcours, tu dis que ça a été des belles découvertes, que ça a été des rebonds finalement, où j'ai pas l'impression qu'il y ait une réelle difficulté dans tes choix, dans ton parcours. Donc, comment se vient ce besoin de décrire la difficulté d'être une femme et de... Enfin, la question est difficile à poser. Du coup, je cherche, y a-t-il un parallèle du coup? Pourquoi est-ce que tu as besoin de décrire cette difficulté du parcours des femmes, alors que le tien a été forcément difficile, comme tout le monde, mais n'a pas été pénible? Euh, alors, mon parcours, il n'a pas été aussi facile que j'ai dû le laisser paraître. Euh, Parce que sortir d'une case, c'est jamais simple. Euh, Mhm. mais je m'en suis affranchie au fur et à mesure. Mais ça a été à chaque fois ça a été à chaque fois un combat. Après, je choisis des héroïnes qui sont dans des combats très incarnés. Mais je parlais tout Mhm. à l'heure des héroïnes du quotidien. Mhm. Euh, c'est certainement moins flamboyant de raconter le quotidien d'une femme qui se bat pour, euh, pour faire scolariser son enfant. Euh, c'est peut-être moins flamboyant, mais c'est tout aussi intense, c'est tout aussi honorable et tout aussi difficile. Et, et ça reste dans la sphère de l'intime, donc ça n'a pas ça ne trouve pas l'écho euh, que, que, que les héroïnes que j'ai choisies, parce qu'elles sortent de la sphère intime pour se battre sur un terrain, euh, parce qu'elles entrent en politique à partir du moment où elles mettent un pied en dehors de chez elles. Mais, euh, mais je trouve que globalement, la vie est un combat. Et que même quand tout va bien, même quand on a la chance de faire des films, même quand on a la chance d'écrire des livres, la vie est un combat. Et je sais plus qui disait que c'est pas parce que les gens ne parlent pas de leur combat qu'ils en ont pas. Et certains combats méritent plus de médiatisation que d'autres. Euh, mais la vie, elle n'est pas facile pour autant. Ah non, Donc, c'est je sais certain. pas, c'est pour ça que je choisis des combats et pas des, et pas des,
histoires d'amour simples et heureuses, je sais pas. Mhm. Et de parler de ces femmes, de ces combattantes, tu disais tout à l'heure que des femmes avant toi, enfin des femmes ont ouvert la voie et nous permettent aujourd'hui de voir les facilités que l'on a. Est-ce que finalement parler de ces femmes-là, c'est un petit peu leur rendre hommage? Est-ce que Bien c'est ta sûr, façon de les remercier tout et de les mettre en avant? mais tout à fait. C'est-à-dire que qui connaît Jeanne de l'Estonac? Personne ne connaît cette femme. Elle On est, connaît enfin, Montaigne. alors, c'est la nièce de Montaigne. Alors, on la connaît Mhm, un petit peu à Bordeaux parce qu'elle est locale, mais mhm. quand j'ai cherché de la documentation sur elle, il y avait très peu de choses. Donc, aujourd'hui, lui donner de la voix, c'était comme donner de la voix à ces jeunes filles qui ont fait cette grève de la faim dans les années 70, c'est leur dire, mais Mhm. waouh, vous avez... enfin, j'ai retrouvé certaines des pensionnaires qui avaient vécu cette grève, je les ai retrouvées après le film, et elles Ah, étaient émues parce qu'elles m'ont dit, mais à l'époque, on bien était sûr. des moins que rien, on était mal considérés, on était... Et là, aujourd'hui, vous nous mettez comme des héroïnes. Et je dis, mais oui, parce que le regard change avec le temps. Et que peu importe la condamnation sociale qui a pu avoir lieu à cette époque-là, aujourd'hui, votre combat, il a de la valeur et c'est important de le porter. Et ce que Jeanne de l'Estonac a fait pour nous, le fait qu'on puisse aller à l'école, je veux dire, mais il n'y a pas plus grande bienfaitrice que cette femme, pour nous, je trouve. Donc oui, c'est leur rendre hommage Ouais. et c'est aussi une façon d'alimenter la discussion sur la condition des femmes. C'est aussi euh, faire cette émission aujourd'hui, parler, et peut-être que dans les gens qui nous écoutent, euh, peut-être qu'il y a une personne qui se dira, mais moi j'avais jamais pensé l'éducation en ces termes, et, euh, et ben ça sera super. Et je pense que voilà, c'est aussi une façon de faire vivre les choses dans le temps. Et comment t'es venue l'envie justement de mener ce combat en fait? Parce que c'est un combat à mon sens, le fait de choisir de parler des femmes. Et d'où ça t'est venu, cette envie finalement de centraliser tes écrits, et tes personnages? Tu parlais même tout à l'heure de Navarro, ça je ne le savais pas, donc qui est une femme enfin, qui pleure beaucoup, qui a un rôle difficile, donc toujours des femmes difficiles, que ce soit devant ou derrière la caméra ou derrière ou devant un stylo. D'où te vient cette envie de combattre, ce besoin quasiment viscéral de leur rendre hommage? Comment c'est Il né y a ce plusieurs besoin-là, choses. cette envie-là? Il y a plusieurs choses. Il y a qu'on a énormément écrit sur les hommes, de tous Mhm. les siècles, de toutes les périodes. On a beaucoup moins écrit sur les femmes. Donc il reste quand même beaucoup de choses à faire avec les femmes et peut-être un peu moins à faire avec les hommes. On assiste à un renouveau depuis les années 70. On commence à avoir, enfin on commence, il y en avait peut-être avant, mais en tout cas des historiennes qui s'emparent de l'histoire des Mhm. femmes et qui les, Mhm. et qui les mettent en avant, ce qui n'était Mhm. pas fait jusqu'à présent. Donc c'est une période actuelle qui est assez formidable parce que justement on voit éclore des personnages qui étaient invisibles jusqu'à présent, Mhm. avec des travaux hyper sérieux faits là-dessus. Donc, donc voilà, et puis en tant que femme, pour moi c'est plus facile de m'identifier à une femme que de m'identifier à un homme. Donc Mhm. euh, même si ça doit être assez fascinant de se mettre dans la peau d'un homme d'ailleurs. Mais, euh, mais voilà, et puis je crois aussi que mes parents, euh, ma mère est quelqu'un qui a toujours été engagé. Elle était d'abord engagée dans les jeunesses ouvrières chrétiennes. Donc Oh. là, je vous parle des années 60 et c'était une Mhm. période des années 50, 60, euh, une période d'émulation intellectuelle qu'elle a beaucoup aimée. Ensuite, elle a été elle était syndiquée. Aujourd'hui, quand vous dites que vous êtes syndiqué, c'est tout de suite les gros relous qui vous empêchent de tourner en rond. Mais il y a eu les grandes heures du Oui, syndicalisme oui. et
était Oui, il y a eu syndiquée. des gens vraiment impliqués à une époque, oui. Bien sûr, et Mm, mm, mm. certainement encore aujourd'hui d'ailleurs, mais c'est quelqu'un qui s'est toujours battu pour ses convictions, et je crois que ça m'a plutôt, je trouvais ça beau, et je trouve que les gens qui portent des convictions, euh, je les trouve beaux. Je trouve que ça donne une dimension, le fait de se battre pour des choses auxquelles on croit, et je trouve ça beau, je peux pas le dire autrement, et voilà, donc je D'accord. sais pas. Donc, ton Un mélange. inspiration, elle est héréditaire finalement. Ben, en tout cas, je Cette trouve que ça inspiration, fait partie ce combat. des valeurs que... Pardon? Ce combat, il est héréditaire du coup. C'est ton modèle, enfin voilà, l'inspiration est venue de ta maman. Oui, elle est venue en partie de ma mère, qui Mm. n'a jamais été féministe, par contre, de sa vie. Ça n'existait Mhm. même pas dans son vocabulaire. Elle était sur d'autres combats. Mais c'est vrai que ça fait partie des valeurs que j'ai envie de transmettre à mes enfants. Euh, il faut s'indigner, il faut pas Mhm. renoncer, il faut, les choses sont jamais perdues. Euh, voilà, il faut porter sa voix, se faire entendre, euh, quand on croit en quelque chose, en tout cas. Et tu vas continuer à le faire du coup. Oui, je vais essayer. Ouais. Le dire à tes enfants, et est-ce que c'est du coup ce que tu dirais aussi à la jeune fille des années 90, à l'étudiante en langue, euh, candidate au concours de Miss France et mannequin? Est-ce que tu lui dirais aussi justement, bah toi, parce que t'es pas que ça, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, rien n'est grave. Rien n'est grave. Euh, Fais les choses en ton âme et conscience. Euh, Avance, ne te laisse pas. Va là où tu veux aller, toi. Voilà. Ne te laisse pas mener par, par une chose ou par quelqu'un. Continue de creuser. Interroge-toi en permanence. Questionne-toi. Pourquoi tu as envie de faire les choses. Si tu choisis de les faire, fais-les à fond. Moi, je lui dirais plein de choses, mais trop peut-être. Vous auriez pas mal de choses à vous dire? J'aurais pas mal de choses à me dire. Je m'en suis dit pas mal hein, déjà, mais C'est il y a super, toujours à dire. génial. Mais je te remercie beaucoup. Merci. Même si j'ai pas réussi encore totalement à te faire en dire plus, et même si tu as gardé cette distance, ce sérieux, je te remercie infiniment. Merci beaucoup à toutes les deux. Bah, merci Séraphine. Bon, t'as vu Bénédicte, le grill il est gentil. Comme on dit, c'est un grill éteint, c'est un Oui, grill à chamallow, c'est ça. c'est un gris à chamallow, Oui. exactement. Et bon, en tout cas, bah, merci à toutes les deux. J'avais juste une dernière question de la part de Laurent, puisque je vois qu'il y a une question qui vient d'arriver, qui nous dit Bénédicte, quelle porte aimeriez-vous ouvrir pour le futur? Tellement de portes, mais il faut que je reste à il faut que je reste à mon niveau. Euh, eh bien, j'aimerais bien faire une série avec Jeanne la rebelle de Dieu. J'aimerais faire une série de 6 épisodes. Voilà. Waouh. Non un film, mais si j'avais à choisir, ça serait une série. Ça Donc serait une à chouette. suivre, à suivre ton actualité, hein. On rappelle que on l'a vu passer tout à l'heure. On peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Tu es sur Facebook et Instagram où tu partages ton actualité. On peut aussi retrouver ton actualité sur le site des éditions www.fayard.fr, hein, qui, on le rappelle, est ton éditeur pour ce livre Jeanne, la rebelle de Dieu, que tu nous as présenté agréablement bien ce soir avec nous. On a passé un agréable moment. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment avec nous, que ce soit avec la chronique de Sonia, Marie qui n'a pas pu être avec nous et Séraphine également. J'ai passé un très bon moment et je vous remercie tous les trois.
tous les 4 même, puisque Marie n'est pas là, et ainsi que Gabriel pour sa question. J'ai passé un très bon moment, Bernadette. c'était très agréable. Merci beaucoup. Voilà, pas de souci, c'est pas grave. En tout cas, merci à toi. Donc, on le rappelle, pour ce livre, Jeanne, la rebelle de Dieu, aux éditions Fayard. Je rappelle aussi, juste, et on en terminera par là, effectivement, que la semaine prochaine, on recevra donc une nouvelle auteure pour le mois Rédactive, donc Marie-Pierre Clamence pour son livre Le Monde d'Orient, c'est le tome 1. Donc bien évidemment, soyez là pour découvrir cette jolie plume, on avait eu l'occasion de la découvrir lors de diverses conférences. Mais en tout cas, merci encore une fois à tous et merci aux éditions Rédactives qui permettent la réalisation de ces lives. Merci Bénédicte, merci Sonia, merci Séraphine et encore une fois merci à Marie. Merci à vous tous d'avoir été présents ce soir. Je rappelle que vous pouvez retrouver l'émission en direct et en rediffusion donc sur la page YouTube de l'émission. Donc vous flashez ce QR code ou dans le lien qui est en description et vous aurez donc toutes les rediffusions si vous n'avez pas pu voir cette émission. Merci à tous, lisez des livres, passez un très bon week-end et encore une fois merci à Bénédicte et sans oublier les éditions Fayard, Naïma, Lise et toutes les personnes qui ont permis la réalisation de ce live. Merci à tous, à bientôt. Mercredi.